Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du No Way Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Marietan, préparateur physique de haut niveau. Il est avec moi pendant 2 jours pour les CQP instructeurs fitness sur Annonay, le CQP by ABD, CQP Premium. Nico, je pense qu'il pourra vous en témoigner en quelques mots. Je lui ai fait visiter un petit peu le parc sur lequel on est. Vraiment un CQP absolument incroyable. Nico, vraiment merci d'être là et de partager un petit peu de ton temps en cette fin de journée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nico, je vais le laisser se présenter. Et puis ensuite, on attaquera un petit peu sur les thématiques qui vont nous mener à ce podcast. Salut Thibaut, merci pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de te revoir et de revoir ce magnifique cadre. Donc oui, effectivement, si vous avez du temps, passez du côté de Annonay, venez ici, je peux vous assurer que c'est assez incroyable. Nicolas Marietan, comme tu l'as dit, effectivement, je suis préparateur physique. Donc là, je suis en charge des équipes de France de voile olympique. Donc je m'occupe de toute cette préparation pour les prochains Jeux qui vont se dérouler à Los Angeles, comme on le sait. Et avant ça, j'étais en charge de l'équipe de France de natation pour les Jeux de Londres et de Rio. Je bosse également avec la Fédé d'Altéro sur la partie formation, coach musculation fonctionnelle. Et pour ABD, je suis formateur national, donc je me balade dans les différentes villes pour pouvoir apporter mes compétences donc, sur le CQP. J'interviens également aussi sur le BP et sur le DE, qui est tout nouveau, qui vient d'arriver chez ABD. Donc ça fait pas mal de choses, mais bon, comme on le sait, c'est la passion qui nous anime, donc on y va. Exactement. Alors, tu nous parlais de l'équipe de France de voile. Tu as également été préparateur physique dans beaucoup d'autres disciplines, notamment le trampoline, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu ton parcours ça permet de bien cibler un petit peu nos discussions parce qu'on est chez quelqu'un là qui a vraiment une vraie expérience dans le monde de la préparation physique. Tu nous parlais de voile, mais tu as eu un cursus avant beaucoup plus large. Et je te laisserai d'ailleurs peut-être nous glisser un petit mot aussi de ce que tu fais avec Alexandre Verret et avec Thomas Sardoneski. Je te laisserai également parler de tout ça. Comme ça, moi, ça vous permet de bien comprendre avec qui on va discuter aujourd'hui. Ouais, écoute, j'ai fait une formation traditionnelle. J'étais à la fac de sport, donc j'ai fait mes 4 années. Donc à l'époque, c'était pas master, c'était la maîtrise. Derrière, j'ai enchaîné avec un brevet d'état qui n'existe plus, qui est le brevet d'état Acumez de la Fédé d'Altéro, donc haltérophilie, musculation et préparation physique. Et je suis retourné une 5e année à la faculté. Je suis allé faire un DU. À la fac de Dijon, donc j'ai eu la chance d'avoir en face de moi Gilles Cometti, que tout le monde connaît bien évidemment. Et donc j'ai vécu cette période-là avec beaucoup d'intensité et beaucoup de volonté d'être assez au point pour pouvoir commencer à prendre en charge les sportifs de niveau, parce que c'est ce que je voulais faire. Mais évidemment, ma première base a été d'intégrer un club traditionnel, un club commercial à Villeneuve-Loubet, qui s'appelait X-Training à l'époque. Je suis resté 6 ans. Et j'ai eu la chance d'être formé là-bas, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper de tout le monde. Donc des personnes qui veulent simplement se remettre en condition physique, d'autres personnes qui veulent perdre un peu de poids, les grands classiques, prendre un peu de masse. Voilà. Et en fait, c'est hyper formateur. Et ce qui a été aussi formateur, c'est que j'ai donné quelques cours collectifs. Donc je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait les produits Les Smiths qui existent encore. Oui, c'est d'ailleurs très en vogue. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu Hyrox, alors je crois qu'il y a un partenariat qui est en train de... Alors on vous parle, je crois que c'est quasiment de goupillé. Il y a un partenariat entre Les Mills et Hyrox d'ailleurs qui a été signé, je crois. Donc tu vois, le fait de donner ces cours-là, de prendre en charge un groupe de personnes de 20, 30, 40, c'est hyper formateur. Et donc, assez rapidement après derrière, j'ai eu le projet d'intégrer le pôle France de natation à Antibes. Donc, je suis parti là-dessus. J'ai commencé comme tout le monde, pôle espoir, les jeunes. Donc, je crois d'ailleurs que tu reçois Nicolas Vandel. Exactement, qui est spécialisé sur la préparation physique des jeunes. Et donc, j'ai commencé à me former aussi par rapport à ça. C'est hyper gratifiant et je continue toujours à bosser avec les jeunes. Donc, je suis toujours avec le pôle espoir cette fois-ci avec la voile. Parce que je trouve que s'occuper des jeunes, déjà c'est l'avenir. Il faut commencer le plus tôt possible. Et ça permet vraiment de les forger comme nous on l'entend. On a notre vision de la préparation physique, de mettre en place, et c'est certainement ce qu'on va discuter plus tard, des fameux fondamentaux. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les mettre en place. Et donc après, rapidement le pôle France. Et puis en 2009-2010, j'ai intégré l'équipe de France de natation. Et j'ai eu la chance d'avoir des parcours un peu annexes
où en même temps, je commençais déjà à m'occuper de la voile. Okay. Mais j'ai pu m'occuper de sportifs à titre individuel. Donc je me suis occupé de 2 apnéistes. Donc c'est un monde assez particulier, très enrichissant d'un point de vue relationnel, mais très particulier. Également mon dada qui est le ski. Donc je me suis occupé avec plaisir de Margot Bellé et de son frère Mathieu Bellé qui est aujourd'hui en équipe. Ok, donc vous voyez un parcours vraiment hyper riche. C'est très intéressant, je vais rebondir sur les apnéistes parce que forcément, très souvent, quand on parle de préparation physique, on a souvent en tête le travail au niveau du renforcement musculaire, renforcement technique spécifique. Qu'est-ce qu'on travaille avec des apnéistes? Alors j'ai ma petite idée, mais je vais te laisser développer. Il faut déjà essayer de comprendre quelle est leur vie au quotidien. L'apnée, c'est quand même un monde à part, on le sait. Alors évidemment, je n'ai aucune compétence pour améliorer chez eux la respiration, tu penses bien. Okay. Tout ce qui est activité au niveau du caisson abdominal, tout ce qui est travail de relâchement tissulaire, ça, ils savent très bien le faire. Maintenant, ma contribution a été surtout de pouvoir compléter avec le travail de force, mais toujours avec beaucoup de justesse, de précision. C'est des personnes qui, en tout cas les 2 que j'ai eues, n'avaient pas forcément besoin d'avoir beaucoup de contraintes. Au contraire, il fallait mettre en place des choses vraiment très fines, peu de charge, donc des séances assez courtes, et essayer d'avoir le feeling qu'ils sont capables de retranscrire dans l'eau. Okay. Et ça, c'est pas évident. Donc il n'y a pas beaucoup de documentation sur l'apnée. Évidemment, on a été imprégné par le Grand Bleu, ouais. Ça c'est sûr, mais en termes de documentation, c'est hyper compliqué. Donc la seule solution que l'on a, c'est discuter avec eux au maximum, échanger pour essayer de bien comprendre ce qu'ils veulent et essayer de mettre ça en place sur le terrain. Mais ça a duré 2 ans, mais ça a été hyper enrichissant. Guillaume Bussière et Alice Modolo, qui continuent toujours son activité aujourd'hui, qui est plutôt en activité mer, même s'ils ont des passages en piscine. Et ça a été réellement un plaisir de bosser avec eux. Ouais, donc un monde dans lequel on ne soupçonne pas qu'il y a un travail à fournir. Tout comme d'ailleurs aujourd'hui, il y a un sport qui est en train de vraiment devenir une référence. J'avais l'occasion d'en discuter le jour avec Aurélien Broussal. C'est le golf. Le golf, où pareil, pendant très longtemps, on a vu ça un petit peu comme le sport des bourgeois, le sport des bobos un peu, et où on se rend compte finalement qu'il y a quelque chose de très intéressant à aller chercher dans le golf, notamment au niveau de la force, au niveau de la mobilité, au niveau de la capacité à se relâcher et à mettre de l'intensité au bon moment. C'est vrai que c'est des sports qui sont un peu à part et qui permettent en effet de faire évoluer les pratiques. Alors je vais rebondir, c'était pas dans ce plan-là que j'avais prévu notre petite interview, mais c'est très bien, je vais rebondir dans ce sens-là. Tu as parlé de beaucoup communiquer, de beaucoup échanger avec les athlètes. Aujourd'hui, toi qui fais de la préparation physique au quotidien avec des athlètes de haut niveau, selon toi, quelle est la place de l'échange, de la discussion en tant que préparateur physique avec tes athlètes? Elle est indispensable. C'est tous les jours. Vraiment tous les jours. Ce qui est important, c'est de discuter à la fois avec l'athlète, mais de discuter également avec l'entraîneur, de discuter également avec le préparateur mental s'ils en ont. Nous, dans le monde de la voile, aujourd'hui, tous les équipages ont un suivi à ce niveau-là. Alors évidemment, on essaye de comprendre ce qui se passe, notamment lorsqu'il y a des alertes rouges. Il y a une limite à ne pas dépasser parce qu'évidemment, il y a le principe de secret professionnel. Et ça, il faut le respecter, évidemment. Mais aussi s'occuper et de discuter, d'échanger avec le staff médical, donc le médecin, le kiné, pour essayer de bien comprendre ce qui se passe, d'être assez réactif sur les moments où ça ne va pas. Parce qu'évidemment, on sait qu'à un moment donné, quand il y a une blessure potentielle, quand il y a un moment qui est un peu délicat, il faut essayer de réagir le plus vite possible. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc il faut que tout ça se mette en place de manière coordonnée, mais surtout de manière fluide. Ce qui permet d'avoir de la confiance avec l'athlète. Il sait qu'il a réellement un staff autour de lui. Donc il faut être assez réactif. Donc là, tu vois, juste avant qu'on échange tous les deux, j'ai pris un temps parce que là, j'ai des athlètes qui sont à LA. C'est la première fois qu'ils y vont justement pour pouvoir s'approprier le plan d'eau, le spot olympique. On va y aller dans 2 ans. Et donc là-dessus,
je leur fais un suivi HRV et sur le suivi HRV, pour voir notamment les effets du décalage horaire, parce qu'il y a 9 heures de décalage horaire, l'impact qu'il y a au niveau physiologique, l'impact qu'il peut y avoir au niveau de la fatigue. Et donc là-dessus, tous les jours, ils font un HRV. Je prends, j'analyse, j'essaie de comprendre le contexte, mais je suis en vocal avec eux. Ok. Donc je leur donne la préconisation, mais également, je fais la même chose avec l'entraîneur pour bien qu'ils comprennent ce qui se passe. Et donc s'il y a une régule à faire aussi du côté entraînement, elle se fait. Que tout le monde ait les mêmes infos, ouais. Tout le monde a les mêmes infos en même temps, en temps et en heure. Et ça, c'est fondamental. Et plus c'est fluide, plus ça match. Ok. Alors c'est vrai que c'est l'une des particularités que l'on retrouve dans les sports olympiques particulièrement. Et si je dois faire un petit parallèle avec l'activité dans laquelle je suis, et on a eu l'occasion d'ailleurs d'échanger sur le sujet, en gymnastique, nous, on a tendance à avoir l'entraîneur qui est également préparateur physique. Donc en principe, à très haut niveau, l'entraîneur, il va échanger un petit peu plus avec il va même échanger particulièrement avec les athlètes, de temps en temps avec le staff médical quand il y a staff médical. On est de plus en plus sur des activités qui sont structurées. Donc, en principe, toutes les équipes de France, qu'elles soient espoir, junior ou senior, maintenant ont un staff médical qui leur est attribué. Mais c'est vrai que pour en avoir discuté avec toi, c'est parfois un petit peu difficile dans certains milieux, quand on est préparateur physique, d'arriver à intégrer des nouvelles personnes, surtout quand il y a une notion culturelle un petit peu comme nous on peut le rencontrer en gym. Ouais. C'est vrai que je me rends compte, moi, quand j'échange avec les entraîneurs dans le milieu de la gym, je suis souvent assez, alors pas étonné, mais en tout cas ça me convient pas vraiment dans le sens où ça manque d'ouverture. Donc c'est-à-dire que oui, mais on a toujours fait comme ça, on maîtrise ce qu'on fait. Et en fait, il y a ce manque d'ouverture. Est-ce que toi, tu as été confronté dans d'autres fédérations, en tout cas dans d'autres disciplines à ça, ou est-ce que c'est plutôt les gens qui sont venus te chercher justement pour des caractéristiques bien spécifiques ? Non, j'ai eu la chance d'avoir d'excellentes relations avec les différentes équipes. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire. La fameuse phrase « ça a toujours été comme ça », ouais. Elle est terrible. C'est incroyable. Elle est terrible. Et à cause de ça, on n'avance pas. Ouais. Donc là-dessus, alors oui, par contre, effectivement, à un moment donné, j'ai eu un blocage lorsque j'ai commencé avec le trampoline. Ok. Donc j'ai commencé avec le trampoline en 2010. Alors pour le coup, c'est un athlète que je connaissais qui est venu me chercher pour mes compétences. Et on a commencé tous les deux ensemble. L'entraîneur a été au courant parce que je voulais que les choses soient bien faites. Donc tu vois, encore une fois, il faut se mettre en relation avec l'entraîneur. Attention. Pour ne pas court-circuiter. Exactement. Ça s'est très très bien passé. Et je travaille toujours aujourd'hui avec l'entraîneur qui est devenu aujourd'hui le manager de l'équipe de France, Guillaume Bourgeon. Donc il y a une relation de confiance qui s'est installée. Et ce qui fait qu'en fait, après, le projet s'est diffusé à l'ensemble du pôle d'Antibes. Et donc là-dessus, j'ai eu l'occasion aussi de discuter, parce qu'à l'époque, il y avait aussi dans le pôle France d'Antibes la Gymacro. Ok. Et donc de discuter avec l'entraîneur national de la Gymacro. Et là, pour le coup, il y a eu un blocage direct. Ok. Non, je sais ce que j'ai à faire. Pas de préparation physique. Donc ça a été un non catégorique, direct. Okay. J'ai pas forcé, bien évidemment. J'ai autre chose à faire. Ouais. Mais en tous les cas, c'est la seule fois où j'ai eu un non catégorique. Ok. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident, parce que j'ai toujours ce sentiment et cette impression que les entraîneurs, ils ont l'impression qu'on va prendre leur place. Ouais. Alors qu'en fait, en réalité, moi aujourd'hui, en tout cas, dans ce que je recherche en tant qu'entraîneur, alors moi j'évolue pas à haut niveau, je suis dans une petite structure club, mais je suis toujours dans la quête d'optimiser, de chercher un petit peu des gains pour mettre toujours les gymnastes que j'entraîne dans les meilleures dispositions et puis les emmener au plus haut niveau par rapport aux moyens dont on dispose. Et je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages via les réseaux sociaux, etc., parce que je communique pas mal sur les réseaux sociaux, et qui me disent « mais pourquoi tu vas chercher un tel, mais pourquoi tu travailles avec un tel, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça ?» Et en fait, je leur dis « mais parce qu'en fait, je n'ai pas cette compétence-là. » Et aujourd'hui, j'essaye de m'entourer de gens qui ont une vraie spécificité, une vraie compétence dans le milieu, pour moi déjà enrichir mes propres compétences, et puis surtout pouvoir donner le meilleur à mes athlètes, et à un moment donné leur donner des clés que moi je n'ai pas. Et je trouve ça assez dommageable d'avoir des entraîneurs des entraîneurs ou des staffs, parce qu'en fait en réalité
finalement pas tant les entraîneurs que ça. C'est souvent un petit peu plus haut. Les staffs nationaux, les fédérations, etc., des fois qui ont tendance à bloquer parce qu'il y a une espèce d'entre-soi et on veut que ça reste dans l'entre-soi. Et on a tendance à ne pas s'ouvrir. Je sais que tu as bossé aussi pour la natation et tu as bossé avec des athlètes de très haut niveau, des médaillés olympiques, des champions olympiques même. Ouais. Dans la natation, est-ce que on a souvent parlé un petit peu de l'ambivalence qu'il y avait entre Antibes, Marseille, entre les différents groupes d'entraînement. Est-ce que toi, tu entraînais uniquement sur Antibes ou est-ce que c'était plus le collectif France que tu avais? J'avais les deux. Ok. Donc je suis parti du pôle France d'Antibes et après j'ai intégré donc l'équipe de France en 2009-2010. Mon bassin antibois faisait que j'entraînais les nageurs antibois au quotidien et après en déplacement, stage, compétition, j'avais en charge toutes les personnes qui étaient sélectionnées. Et c'est vrai que comme tu dis, à l'époque, alors c'est peut-être moins présent aujourd'hui, mais je suis sorti du système. Mais à l'époque, c'était la grosse concurrence, non pas entre les pôles, mais entre les clubs. La présence des clubs en France et la puissance des clubs en France en natation, c'est quelque chose d'important. Les interclubs qui existent encore aujourd'hui, c'est un moment qui est réellement important. Et donc oui, il y avait la bagarre. Il y avait la bagarre entre les Antibois, il y avait la bagarre avec les Marseillais, c'est culturel. Il y avait la bagarre aussi avec les Toulousains, qui est un gros pôle. D'où vient Léon Marchand, si je ne dis pas de bêtises? Je crois oui, tout à fait. Il a été formé là-bas avant de partir aux États-Unis. Il y avait également Mulhouse, qui était un pôle. Et donc, ouais, effectivement, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait et que cette concurrence-là, en fait, c'était une concurrence qui était réellement importante pour élever le niveau. C'est peut-être ce qui a créé d'ailleurs l'émulation et qui a fait qu'on a eu une génération très forte pendant 2-3 Olympiades où c'était vraiment très solide peut-être. On a eu cette génération dorée, j'ai eu la chance d'en faire partie, d'entraîner ces gens-là. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a eu un déclencheur et je pense que le déclencheur, ça a été Laure Manodou. Pourquoi? Parce que, on se rappelle, elle a été championne olympique à Athènes. Donc on s'est dit, ah punaise, il y a quelque chose qui est capable de faire quelque chose. Oui, complètement. Et après derrière, effectivement, il y a une grosse réforme qui a été mise en place par Claude Fauquet, qui était l'ancien DTN, et qui a mis un certain nombre de choses en place au sein des pôles, donc un préparateur physique, un staff médical, et surtout, il a complètement changé les fameux minima pour la sélection en équipe de France. Donc il a fait baisser les minima de manière radicale et en fait il n'y avait pas le choix, il fallait carrément élever les niveaux de nage, donc les chronos. Et donc là-dessus, c'est là où à un moment donné, l'équipe de France a commencé à montrer le bout de son nez. Et je pense que le gros virage, ça a été en 2010 au championnat d'Europe à Budapest. Et de mes souvenirs, on a ramené 10 médailles. 10 médailles. Ouais, là, ça commençait à être vraiment la grosse génération. Il devait y avoir encore Alain Bernard, sans doute. Il y avait Alain, il y avait Coralie Balmy, il y avait Yannick Agnel, il y avait Camille Lacour également. Alors, Pékin a été le gros révélateur. Ouais, un gros révélateur, bien évidemment. Ça s'est confirmé justement en 2010 sur les championnats d'Europe à Buda. De mes souvenirs, si je ne me trompe pas d'année. Et après, ça a déroulé sur les Jeux de Londres. Donc ouais, il y a eu cette génération dorée, c'était fantastique. Alors pourquoi je te posais cette question, c'est pour embrayer sur la prochaine thématique. Je te posais cette question parce que très souvent, on parle de la notion des fondamentaux et tu en as parlé notamment tout à l'heure avec les jeunes. Est-ce que tu as été confronté justement du fait que tu étais sur une structure de haut niveau mais qu'après tu as pris en charge l'intégralité de l'équipe de France, donc sans doute que chaque pôle avait un petit peu des pratiques et des approches peut-être un petit peu différentes. Est-ce que tu as senti, est-ce que tu as eu peut-être des difficultés au début à arriver à mixer un petit peu parce que certains arrivaient peut-être avec des acquis, d'autres pas du tout. Alors j'imagine que toi, ceux que tu avais avaient ta philosophie, en tout cas ta méthode de travail. Est-ce que pour toi ça a été compliqué? Et j'imagine que tu as dû te retrouver avec des mecs qui sans doute n'avaient pas les fameux fondamentaux de l'entraînement. Et est-ce que ça a été quelque chose d'handicapant à ton sens? Non, ça a été formateur parce que tu n'as pas le choix, tu es obligé de t'adapter. Donc tu prends en considération le contexte, toujours.
évidemment. Tu regardes ce qui a été fait avant, comment est-ce que tu peux arranger les choses, entre guillemets, qu'est-ce que tu peux apporter comme compétence pour que l'athlète soit mieux physiquement. Tu ne peux pas tout chambouler, c'est pas possible. Parce qu'il faut prendre et respecter le travail qui a été fait avant. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, peu importe. Qu'est-ce qui a été fait avant? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et donc effectivement, je me suis retrouvé dans ces situations-là. Mais je pense que le meilleur exemple, c'est l'année où j'ai récupéré le pôle Espoir et le pôle France. Ça a été révélateur pour moi parce qu'en fait, je me suis complètement planté. C'est rare d'avoir, pour le coup, profitez-en parce que vraiment, c'est rare d'avoir des entraîneurs ou des préparateurs physiques qui ont l'humilité de dire bah ouais, j'ai fait quelque chose, mais je me suis complètement planté. Et pour le coup, ça c'est la petite aparté. Je pense qu'il faut avoir ce recul et accepter qu'en fait on se plante finalement une grosse partie du temps pour finalement arriver à trouver à un moment donné le juste milieu et la bonne méthode. Donc si vous êtes débutant ou en tout cas jeune dans le métier, acceptez qu'en fait vous allez beaucoup vous planter. Et je pense que tout autant toi que moi aujourd'hui, on continue encore à se planter et c'est ce qui fait que d'ailleurs on progresse et qu'on continue à faire évoluer nos pratiques. C'est une bonne chose de se planter. C'est une bonne chose à partir du moment où tu essaies de rechercher pourquoi tu t'es planté. Donc tu fais ton enquête. Et quand ça match, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire la même chose. Savoir pourquoi est-ce que ça a matché, pourquoi est-ce que ça a réussi. Et donc pour revenir à cette histoire-là, oui effectivement, je me suis planté, puis je me suis bien planté. Pourquoi? Parce qu'en fait quand je suis arrivé évidemment, tu es jeune, tu arrives avec ce que tu as appris précédemment à la faculté, avec mon BE à Cumèze. Donc tu pars tout feu, tout flamme, tu fais des choses assez compliquées, tu essayes de retranscrire ce que tu as appris avec Cometti ou avec d'autres profs. Donc tu mélanges un peu les choses, tu essayes de faire ce que Fred Aubert appelle préparation physique associée, dissociée, intégrée. Tu mixes tout ça, donc tu fais de la programmation qui part un peu dans tous les sens parce que tu te dis waouh, c'est magique. Ça va matcher. Et plus je fais compliqué, plus on a l'impression que on va changer le game, mais en fait pas du tout. Et tu changes pas le game, au contraire, résultat peanuts, les temps, pas d'amélioration. Et donc là, j'ai l'entraîneur qui vient me voir et qui me dit ça va pas. Ok. Donc là, tu prends un petit coup derrière la tête, c'est pas grave, parce qu'il y a quand même une relation de confiance qui s'est installée. Et donc là, je me suis posé, j'ai regardé ce que j'ai fait et j'ai fait non, stop. On va faire les fondamentaux. Simple. La base. Donc je suis reparti de choses que l'on connaît, mais peut-être qu'on a du mal à les mettre en place parce qu'on se dit que c'est jamais suffisant. Alors qu'en fait, si, c'est largement suffisant parce que ce qui est important, c'est pas de faire des choses compliquées. C'est de faire des choses simples. Par contre, techniquement, bien. C'est précis, c'est rigoureux, c'est adapté. Donc il vaut mieux faire par exemple un glute bridge, un kettlebell deadlift, un travail avec barre, un military press par exemple, et de rester dessus et d'être précis sur les consignes que tu donnes, placement, exécution, la respiration, la régule de charge. Tu connais le format et tu continues à travailler au-dessus de ça. Et pour ça, ça reste un military press. Et il n'y a pas besoin forcément de combiner dans tous les sens. Faire des choses simples, mais techniquement le plus abouti possible. Et aujourd'hui, je continue de travailler comme ça. Donc ça a été hyper formateur de me planter. Mais si je n'avais pas fait mon enquête, j'aurais certainement recommencé la même chose. Là, pour le coup, tu prends tes affaires, tu dégages. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à souvent oublier, comme tu dis, cet aspect des fondamentaux. Alors, c'est ce que tu enseignes notamment auprès des CQP, le travail autour des KB, le travail autour de la barre olympique, c'est ta spécialité dans le cadre de ton intervention sur le CQP. Et c'est vrai qu'on en oublie des fois qu'un simple goblet squat, des fois, il est beaucoup plus pertinent qu'à aller chercher des 1RM en back squat, en front squat, ou des fois, comme tu le disais, le front squat, la plupart du temps, la majeure partie des gens, et même des gens qui sont quand même relativement entraînés, ne sont absolument pas capables parce qu'ils n'ont pas du tout les prérequis. Et on en vient également à cette notion de prérequis. Et ce que je me rends compte
au fur et à mesure du temps, et ça rejoint un petit peu ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on veut faire en tant que coach des fois un petit peu un étendu de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on connaît, on veut épater un petit peu, et à la sortie, on se perd un petit peu en chemin, parce que la plupart du temps, c'est pas adapté, comme tu disais, au public, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément le volume pour pouvoir le faire. Et c'est quelque chose que je pense que tu me donneras d'ailleurs ton avis dessus, ça m'intéresse. C'est qu'à chaque fois que je fais des formations auprès des CQP ou je vais dans d'autres formations d'un point de vue fédéral, tout le temps, les gens sont dans la recherche de la recette. Tu sais, ouais, mais du coup, tu utilises quoi comme méthode? Et moi, en fait, j'ai toujours cette réponse en disant, j'ai pas une méthode, j'ai plusieurs méthodes. Et puis, en fonction d'un contexte, on va piocher plutôt de ce côté-là, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher la méthode et la recette absolue, parce qu'en réalité, en plus, en fonction de la culture des sports dans lesquels on va, c'est complètement différent. Toi qui as navigué dans plusieurs sports, est-ce que tu as vu des différences de culture? Est-ce que tu as vu qu'il y en a qui étaient plutôt dans les fondamentaux ou d'autres, il fallait un petit peu d'exotisme? Ouais. Alors, c'est rigolo quand tu dis exotisme, parce que j'ai pas si longtemps que ça, donc j'ai un de mes athlètes en voile. Je lui propose un certain nombre d'exercices. Et donc, dans les exercices que je lui propose le Zero Chair Squat. Ok. Voilà. C'est la première fois qu'il découvrait l'exercice. Il le fait. Compte rendu de la séance. C'est sympa cet exercice. Ok. Il est exotique quand même. Donc tu vois, la découverte d'un exercice qui n'est pas forcément vu partout dans tous les clubs fait qu'à un moment donné, on se pose toujours un peu la question de l'intérêt de cet exercice. Est-ce que c'est pas too much? Est-ce que c'est pas pour amuser la galerie? Non, c'est qu'à un moment donné, si je fais ce choix-là, c'est que par rapport à cet athlète-là, c'est un exercice qui semble intéressant. Je l'enseigne, je regarde si techniquement ça roule. Est-ce qu'il arrive à le maîtriser? On continue à bosser dessus. Est-ce que ça match? Est-ce qu'il a un gain en niveau de force? Est-ce qu'il se sent à l'aise? Oui, non, en échange. Et puis à un moment donné, soit j'évolue, soit je me dis, punaise, le Zero Chair Squat en fait lui convient très bien. Ok. Et c'est pas grave si à un moment donné, il va pas chercher un back squat. Peut-être qu'il n'a pas les prérequis, ces fameux prérequis pour faire un back squat, parce qu'il a encore des problèmes de mobilité thoracique, mobilité d'épaule. D'accord? Donc, il restera avec le Zero Chair Squat. Et il peut vraiment s'éclater avec le Zero Chair. Et il peut faire des choses déjà très très intéressantes, et en tout cas qui seront sans doute amplement suffisantes par rapport au temps dont il dispose, par rapport à l'avancement dans lequel il est. Et du coup, si tu devais nous donner par exemple 3 fondamentaux sur la barre olympique et 3 fondamentaux sur les kettlebells, lesquels seraient-ils? Alors je vais même aller plus loin dans ma question sur de l'apprentissage chez des jeunes athlètes, parce que tu nous as dit que c'était un petit peu ton domaine de prédilection, en tout cas un domaine dans lequel tu aimais t'exprimer. Quels seraient pour toi les 3 éléments à retenir avec la barre olympique et avec les KB? Avec les KB, je reste sur ce que j'ai appris. Ok. Donc le swing, mais évidemment je fais des choses avant pour m'assurer que le swing est maîtrisé. Donc il y a, comme tu le sais, tout un process par rapport à ça. Et ça, c'est l'école Strong First qui m'a aidé dans cette approche-là. Le goblet squat, bien évidemment, parce que c'est la porte d'entrée pour améliorer le pattern de squat. Assez facile à mettre en place. Et alors, derrière, il y a, ok, est-ce qu'on apprend à faire le get-up, le fameux get-up? Ok. Oui. Moi, en pôle espoir, je leur apprends le get-up. Je m'assure qu'un certain nombre d'éléments sont mis en place. Alors, je vous coupe juste 2 petites secondes. Le Turkish get-up, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. Il y a plein de vidéos sur Internet. Comme ça, au moins, vous aurez la référence. C'est l'un des skills un peu phares autour du kettlebell. En tout cas, on voit beaucoup d'athlètes le faire. Toi, ça fait partie de ta philosophie? Oui, parce que tu fais un travail de mobilité, tu fais un travail de stabilité. Tout à fait. À l'intérieur du get-up, tu vois tous les patterns fondamentaux. Tu fais de la hanche, tu fais du press, tu fais du pull, tu fais un déplacement de charge. Donc c'est clairement
le mouvement phare, un des mouvements phares, bien évidemment, dans l'approche du kettlebell. C'est un mouvement qui demande beaucoup de patience. Donc, toujours pareil, étape par étape. Ce n'est pas une fin en soi de réussir à faire un get-up dès la première séance. On fait étape par étape. S'il y a une étape qui bloque, on reste dessus, on travaille. Peut-être qu'on va compléter avec un autre exercice. Et donc aujourd'hui, oui, ça fait partie de la routine que j'ai installée chez les jeunes. Ils arrivent à le faire. C'est toujours perfectible, évidemment, donc on essaye de l'améliorer. Et donc oui, c'est un mouvement qui est vraiment hyper intéressant. Très, très intéressant. D'ailleurs, quand j'ai fait la formation chez Strong First, j'ai eu la chance d'avoir Brett Jones, qui est venu des États-Unis. Et lui, dans son discours, à un moment donné, il nous dit « A day without a get-up is a bad day ». Voilà. Okay. Donc oui, ça fait partie des standards que l'on voit, évidemment. Donc, mais attention, tout le monde n'a pas forcément les prérequis pour faire le get-up. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir compléter parce qu'il y a peut-être des blocages au niveau thoracique, des blocages au niveau de l'épaule, peut-être un manque de stabilité ça et là. Mais c'est pas grave, à un moment donné, on peut y arriver. Il faut juste prendre un peu le temps. Alors, juste avant, j'imagine que tu vas peut-être passer sur la barre, je rebondis juste sur un truc qui est hyper intéressant que tu as dit et qui pour moi est primordial et que les gens oublient. Alors attention, encore une fois, il n'est jamais bon de faire des généralités, mais c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, en tout cas moi lorsque je me déplace dans des structures, que ce soit dans des box de CrossFit, dans des salles d'entraînement, c'est que même sur du kettlebell, sur l'apprentissage comme tu disais d'un swing, il y a des étapes d'apprentissage. Et on voit trop souvent des gens où on leur met un kettlebell dans les mains et puis on leur explique de manière assez globale le travail. Et c'est vrai que des fois, on se dit finalement c'est un outil. C'est un outil et puis le swing, en fait, le swing est dans la continuité de l'outil. Alors qu'en fait, on en oublie finalement le fait qu'il y a il y a une véritable analogie de construction d'un skill, parce que là on parle du swing. Moi j'étais au cours de Nico. Nico est venu l'année dernière, j'avais déjà eu l'occasion de participer. Là ce matin je n'ai pas regardé l'intégralité, mais en tout cas je connais la démarche qui est la tienne. Entre le moment où on commence à parler du swing et le moment où on commence à faire le premier swing, il s'est écoulé 1 heure. Une heure, pas parce qu'on a parlé, 1 heure parce qu'il y a toute une analogie de construction derrière. Et oui, un KB swing, oui, un press, oui, un goblet squat, il y a une méthodologie d'enseignement et c'est pas juste on met l'outil dans les mains et puis on y va. Voilà, c'était parenthèse qui paraissait importante. Tu as entièrement raison. J'ai la chance de travailler avec Thomas Serboniski depuis maintenant de nombreuses années. Donc il faut savoir que Thomas, c'est le préparateur physique de l'équipe de France de lutte. Il est aussi gérant d'un studio Strong First habilité La Cave qui est basé à Paris. C'est le premier studio d'ailleurs qui a été labellisé par Strong First. Incroyable. Il y en a combien à peu près aujourd'hui? Il y en a 2 aujourd'hui. Ok, ouais, donc il y en référence quoi. Donc il y a celui de Thomas et ensuite il y en a un autre qui est basé sur Nantes. Et donc quand vous écoutez Thomas qui vient d'être promu senior. Donc voilà, chez Strong First, il y a tu sais les différences de niveau. Tu passes les certifications, après tu es ce qu'on appelle Strong First Elite. Thomas a été le premier Strong First Elite en France. Ensuite, il est devenu team leader et là récemment, il était promu senior. Quand tu vas faire les formations avec Thomas, quand tu vas faire la formation officielle, donc le fameux SFG1, c'est pas 1 heure qu'on reste. On reste 2 heures, 3 heures. D'accord ? Donc on va encore beaucoup plus loin par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place sur le CQP, mais parce qu'en fait on y croit. Thomas intervient sur le CQP. Voilà, on adapte par rapport au public et on a toujours le discours de dire si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de vous inscrire. Voilà, vous allez sur le site internet, etc., etc. Et donc on peut aller encore beaucoup plus loin que ça, en fait. Et donc effectivement, il est le premier à dire, c'est pas une fin en soi sur la première séance de finir avec le swing. Si le niveau c'est high pass, tu peux faire des super séances en ne faisant que la high pass, qui est une étape pour aller chercher le swing. Et tu restes dessus. Tu fais 5 séries de 5, d'accord ? Tu regardes, tu corriges, tu valides. Ok, la fois d'après, peut-être que tu vas pouvoir aller chercher le dead stop swing, d'accord ? Si tu penses que c'est pas suffisant, tu continues à travailler le hack pass
jusqu'au jour où ça va être validé par le coach. Et puis en plus de ça, on se retrouve dans le cas très souvent où dans un groupe, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, la même vitesse d'apprentissage. Ouais. Chacun arrive un petit peu avec son vécu. Moi, je le vois aussi parce que j'entraîne des jeunes et on se rend compte que des fois, vous mettez un KB dans les mains d'un gamin, en l'espace de 3 répétitions, le geste est compris à la perfection. Et il y en a d'autres, au bout de 4 séances, je vais extrapoler, je vais exagérer un petit peu, mais vraiment pour que vous compreniez, ils n'ont toujours pas compris dans quel sens il fallait le tenir et comment il fallait le saisir. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette différence de capacité d'apprentissage et de compréhension gestuelle qui est propre à chacun, et ça clairement ça nécessite plus ou moins de temps, quoi. Ouais, et c'est ça qui est gratifiant de bosser avec les jeunes, c'est qu'en fait tu sens qu'ils ont... Cet épisode est sponsorisé par la marque Larocque Fitness, concepteur et fabricant français de matériel de fitness. Disposant d'une large gamme de produits allant du matériel classique pour salle commerciale jusqu'au matériel de musculation en passant par une large gamme dédiée à l'entraînement fonctionnel, Larocque propose du matériel de très haute qualité et le tout made in France. Son savoir-faire, son expertise et sa quête perpétuelle d'innovation dans le milieu du fitness font d'elle une marque de référence sur le marché. S'appuyant sur les préparateurs physiques et entraîneurs de terrain, Larocque développe sans cesse de nouveaux outils pour répondre aux demandes et aux exigences de terrain, équipant ainsi de très nombreuses structures de très haut niveau. Vous souhaitez en savoir plus sur la marque et vous équiper avec ce qui se fait mieux en matière de matériel de fitness, c'est le moment d'en profiter et de bénéficier de moins 20% sur l'ensemble de leur gamme grâce à notre collaboration. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Une capacité de prendre les informations et de retranscrire les informations beaucoup plus facilement qu'un adulte. L'adulte, il faut prendre en considération tout son vécu, est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il ne bouge pas, quelle est sa vie au quotidien. Et donc là-dessus, tu te rends compte que tout qu'on fait chez les adultes, il faut prendre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup, mais pas que moi, les collègues, et certainement toi, tu dis exactement la même chose, c'est qu'il faut être patient. Il faut être extrêmement patient. Et aujourd'hui, on est dans une société où il faut aller vite. Mais on va souvent trop vite. On brûle les étapes et on se rend compte que derrière, techniquement, ça ne va pas. Donc, potentiellement, qu'est-ce qui se passe ? Ça stagne. On n'arrive pas à améliorer les différentes techniques. Il peut y avoir des bobos qui vont arriver. Et ça, c'est pas acceptable. Non, c'est pas grave. Et on revient en arrière et on accepte ce temps-là. C'est fondamental. Donc s'il y a bien quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut réussir à mettre en place, c'est être patient. Acquérir de la force, c'est énormément de patience. Et c'est vrai que moi j'utilise souvent cette phrase pour rejoindre ce que tu es en train de dire. Je dis toujours accepter de perdre du temps pour pouvoir en gagner par la suite. Tout à fait. Et en fait c'est se dire peut-être que j'ai l'impression de perdre du temps aujourd'hui, mais par contre je vais construire quelque chose de solide où quand je vais vraiment mettre la machine en route, ça va très bien fonctionner, ça va très bien marcher. Ouais. C'est un petit peu la démarche aussi de l'entraîneur. C'est ce que nous on nous apprend aussi en gymnastique. C'est l'entraîneur cigale et l'entraîneur fourmi, dans la dimension où en plus de ça, la gymnastique, on est dans un sport précoce. Dans les sports où où c'est une maturité précoce, c'est très compliqué. Il faut à la fois accepter de prendre son temps pour créer des fondations, mais à la fois, il y a cette dimension où il faut quand même performer tôt. Ouais. Et donc, du coup, cette dimension un peu entraîneur cigale, où il faut en lâcher un petit peu, mais où aussi il faut quand même en garder un petit peu sous le pied pour plus tard. Parce qu'on se rend compte que des fois, on a des athlètes qui sont très bons en espoir, très bons juniors, et puis par la suite, on les perd parce que on les a cramés trop tôt ou parce qu'il n'y a pas eu les fondations et les bases comme tu dis, et qui fait que on se retrouve avec des blessures récurrentes dès qu'on a élevé un petit peu la charge, dès qu'on a élevé un petit peu le rythme. C'est des athlètes qui n'ont pas pu suivre parce que trop de blessures et ça c'est vraiment problématique. Ouais, c'est exactement ça, et c'est pour ça que souvent tu vois dans les discussions qu'on a tous les deux et que j'ai avec les collègues, on se dit que s'il y a des moyens à mettre en place, c'est chez les jeunes en fait. Ouais. En fait, quand ils arrivent à maturité, c'est-à-dire que quand ils arrivent aux portes de l'équipe de France, il faudrait qu'on ait en face de nous des gens qui ont une excellente condition physique. Ils savent bouger, ils sont endurants, ils ont un niveau de force qui est tout à fait correct, ils sont bons techniquement, ils sont agiles. Donc tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc c'est déjà des athlètes en fait. Ouais. Sauf que la réalité d'aujourd'hui, c'est que quand on a des personnes qui intègrent un pôle France ou qui intègrent une équipe de France, il y a toujours des décalages parce qu'ils n'ont pas eu cette formation-là.
Pas eu un socle commun en tout cas de compétences. Et c'est vrai que pareil, c'est une image qu'on dit souvent et que je vais reprendre pour le coup là, à Rodolphe Boucher, qui disait en gymnastique, en réalité, il faut qu'on arrive à construire une voiture. Donc on construit la carrosserie, on construit le moteur, on construit toutes les pièces de la voiture pour, à un moment donné, les assembler. Imaginez-vous maintenant mettre le moteur d'une Formule 1 dans la carcasse d'une 2 chevaux. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, ça va peut-être rouler, mais ça va très vite arriver au rupteur et puis la carrosserie, elle va s'effondrer. Et c'est vrai que je trouve que cette image est assez intéressante. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans les sports dans lesquels tu œuvres, est-ce que vous travaillez avec les fédérations justement pour mettre en place des plans de développement des qualités physiques, athlétiques, mise à disposition auprès des clubs? Je sais qu'en gymnastique aujourd'hui, la fédération travaille beaucoup ça pour uniformiser un petit peu la méthodologie autour de la préparation physique et de la préparation technique de base, justement pour que le jour où ces gamins-là arrivent en structure de haut niveau, on joue à armes égales, quoi. Est-ce que c'est des choses qui sont mises en place? C'est le gros challenge, ça. Ok. C'est le gros challenge, donc ça fait partie des différentes missions que j'ai au sein de la fédération. C'est de pouvoir justement mettre en place, comme tu le dis si bien, un socle commun avec les fondamentaux et que ce socle commun puisse être mis en place déjà au sein des pôles espoirs. Donc il y a un préparateur physique au sein du pôle espoir, donc j'ai une mission de coordination. Donc je ne suis pas du tout là pour court-circuiter, au contraire j'essaie d'être plutôt facilitateur pour échanger avec les préparateurs physiques et surtout les aider dans leur quotidien à mettre en place un certain nombre de choses par rapport au pôle espoir. Le gap d'après, c'est d'aller chercher les clubs, bien évidemment. Okay. Alors c'est toujours un peu la même histoire, hein, tu sais, pas de temps, pas de place, pas de moyens, mais on va trouver des solutions. Le travail à poids de corps, c'est magique. Travailler avec les bandes élastiques, c'est magique. Ça a un coût moindre. Tu mets ça dans un sac, tout le monde peut bosser. Et pour les gamins, c'est largement suffisant. Et surtout, c'est hyper intéressant parce que c'est transposable quand ils partent en voyage. Toi, par exemple, tu nous expliquais que tes athlètes, là, en ce moment, sont à Los Angeles. Bon, alors, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple parce que les Américains sont quand même bien dotés, mais pour le coup, des fois, vous partez dans des pays, vous êtes à l'hôtel, vous n'avez pas forcément une salle de sport, ou en tout cas, c'est pas forcément toujours très bien doté. Vous avez votre sangle de suspension dans le sac, ça prend pas de place, et on peut faire un travail absolument incroyable. Et ça, pour le coup, je sais pas si toi, c'est un truc que tu rencontres, mais je trouve que la sangle de suspension est un truc mais méga sous-coté. Alors on aura de la chance, là j'en profite parce que toute cette semaine on est donc sur le CQP. Aujourd'hui je commence avec Nico, mais je vais vous faire toute une série de podcasts cette semaine et j'aurai le plaisir de recevoir également Alex Verret qui est le king de la sangle de suspension. Mais est-ce que toi tu trouves que c'est un truc qui est... Moi j'ai l'impression que pas grand monde s'en sert, c'est un peu l'outil, le jouet au fond de la caisse, quoi. Ou qui reste pendu. Ouais, voilà, pour faire bien, on l'a dans la salle, mais... Voilà, c'est ça. C'est noir et jaune, c'est sympa, voilà, mais personne n'y touche. Non, c'est un réel game changer. Donc j'ai aussi la chance de pouvoir bosser avec Alex, donc tu as compris, hein, avec Alex et avec Tom, on bosse ensemble depuis plusieurs années. D'ailleurs, si tu veux en glisser quelques mots, profitons, c'est l'occasion. Donc effectivement, Alex, c'est notre king sur la sangle à suspension. Pourquoi ? Parce qu'il a travaillé pendant de nombreuses années chez TRX International. Il vous expliquera tout son parcours, évidemment. Et donc, quand on fait nos formations, notamment à l'INSEP, on travaille sur ces trois outils. Donc, on travaille sur la sangle. Donc, c'est Alex qui lead. Je suis souvent, comme on dit, sa Brenda. Okay. D'accord, je suis son rôle modèle. Donc, j'aime bien travailler avec lui. Et donc, on bosse tous les deux par rapport à ça. Le kettlebell, bien évidemment. Donc là, c'est Tom, bien sûr. Et après, on travaille ensemble aussi. Donc ça, c'est le second week-end avec la barre olympique. En mettant en place un certain nombre de choses. Donc, on revoit tout ce qui est partie testing. Et après, derrière, tout ce qui est correctif avec le travail de mobilité, mais également le travail de contrôle moteur. Et il y a une partie qui est dédiée à la programmation sur ce second week-end. Donc, en fait, on a 2 week-ends où on entrevoit les 3 outils. Et il y a beaucoup de pratiques et on essaie de faire comprendre, encore une fois, mais c'est ce qu'on met en place aussi au sein du CQP chez ABD. Exactement. D'accord, on a exactement la même philosophie. Cette analogie. Voilà, pour bien faire comprendre qu'il faut prendre du temps, que les 3 outils matchent super bien.
Donc il y a des programmations qui existent, notamment des programmations entre sangle et kettlebell. Donc Alex pourra mieux t'en parler que moi. Et on finit avec la barre olympique. Et comprendre ça avec du testing, avec des correctifs, permet de faire vraiment une belle programmation. Et donc là-dessus, on est réellement sur, c'est le titre du coach musculation fonctionnelle, hein, ce côté fonctionnel. Bien sûr. Alors on peut mettre beaucoup de choses derrière, hein, comment c'est. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu la mode du fonctionnel à tout prix, mais finalement la question qu'on se pose souvent c'est super, on est fonctionnel, mais fonctionnel à quoi? Exactement. Mais en tout cas, ça nous fait une super boîte à outils. Moi, c'est une expression que j'utilise beaucoup. On est le petit plombier, on a la boîte à outils, et puis on arrive chez notre client. Tiens, aujourd'hui je suis face à telle problématique, quel outil sera le plus adapté et qu'est-ce que je vais me servir dans cette boîte à outils Et donc Alex, il travaille donc avec la sangle depuis de très nombreuses années. Et en fait, la sangle, c'est hyper surprenant. Parce que, on se dit… c'est au poids de corps. C'est au poids de corps, ça le fait. On peut se taper des séries de 10, des séries de 12, des séries de 15. Non, justement. Justement, quand tu comprends ce qu'est la sangle, quand tu comprends tout ce qu'on peut mettre en place autour de la sangle, donc les différentes familles de mouvements, donc il y a un process qui est vraiment clair chez TRX avec les mouvements et surtout les principes, mais que l'on retrouve aussi avec le kettle, que l'on retrouve aussi avec la barre, que l'on retrouve aussi avec le poids de corps, c'est tous ces principes de mise en tension, tous ces principes d'utiliser la respiration, d'accord, pour faire en sorte qu'à un moment donné, quand tu mets tout ça en place dans un tirage à la sangle, tu ne fais pas 10 reps. Ah oui, c'est clair. C'est ce que moi je dis tout le temps. Les gens ils me disent, je le mets beaucoup dans mes programmations de gym, tu l'imagines, la sangle de suspension, parce que c'est un outil qui est à la portée de tout le monde, entre guillemets, en tout cas en termes de budget. Attention, je dis bien en termes de budget, parce qu'en termes de maîtrise, c'est beaucoup plus subtil, comme tu es en train de l'expliquer, qu'on ne le pense. Et les gens, c'est très souvent une réflexion qu'ils me font. Ah, mais il n'y a que 8 à 10 reps. Ouais, parce qu'en fait, si tu fais vraiment le job, même moi qui ai un niveau un peu avancé en matière de préparation physique au poids de corps, quand je fais 8 à 10 reps, je suis pulvérisé. Et c'est vrai que les gens ont vraiment du mal à l'intégrer. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que cet outil, peut-être comme le kettlebell d'ailleurs, c'est des outils qui sont méga sous-estimés, quoi. Ouais, carrément. Alors, le KB est aujourd'hui bien intégré, je pense. Plus intégré. Ils sont là, donc oui, le KB, je pense, est plus intégré en tous les cas que la sangle. Mais à un moment donné, quand on arrive aussi à comprendre qu'on peut faire vraiment des choses super sympas entre la sangle et le kettlebell, ou la sangle et le poids de corps, ou le poids de corps et le KB, tu sais quoi? Tu as déjà ton studio. Ouais, complètement. Et dans ton studio, tu n'as même pas de barre et de plate. Ouais. Dans ton studio, tu mets un beau jeu de bande élastique, un beau jeu de kettlebell et tes sangles. Tu peux travailler en one-to-one, tu peux faire du small group. Tu as tout ce qu'il faut pour vraiment bien bosser. C'est vraiment. C'est clair. Donc là, oui, on peut dire que c'est fonctionnel. Oui, tout à fait. Puis en plus, c'est vrai, c'est des trucs qui sont… moi, par exemple, je fais du sport santé dans le club dans lequel je bosse. Mes petits vieux, comme je les appelle, d'un point de vue, vous l'aurez compris, tout à fait affectif. Je les fais beaucoup travailler avec des kettlebells. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment très fonctionnel. Parce que des fois, ils sont un petit peu impressionnés par l'aspect un peu massif du kettlebell, qui leur paraît très lourd, etc. Et des gens voient l'aspect psychologique de ce qui peut se passer juste en voyant l'outil. Et des fois, j'essaye de leur faire comprendre. Je leur dis, mais quand vous portez un pack d'eau, c'est ça représente cette charge. Ouais. Et ils ont parfaitement l'habitude de porter le pack d'eau. Par contre, quand je leur mets le kettlebell de 12 kg, oh là là, c'est trop lourd. Mais c'est ce que tu portes déjà avec. Et là, pour le coup, je trouve que le kettlebell, finalement, il y a sans doute peut-être rien de plus fonctionnel que l'utilisation du kettlebell, je pense. Oui, il y a des studios aujourd'hui qui ne travaillent que avec le kettlebell. Alors, je pense que ils complètent avec d'autres choses, mais leurs spécialisations sont autour du kettle. Donc là-dessus, on se rend compte que en fait, tu peux tout faire. Ouais. À partir du moment où c'est bien mis en place, à partir du moment où c'est bien enseigné. Et donc aujourd'hui, en France, grâce à Strong First France et à tout ce qu'ils mettent en place, oui, il y a des super coachs, ça bosse super bien, c'est réellement fonctionnel. Et puis aujourd'hui, tout le monde adhère complètement. Ah oui. Si demain, vous allez du côté de Paris, vous allez dans le 15e arrondissement, vous allez faire un petit coucou à la cave. Ok.
Alors la cave avec un K. Ok. Pour kettlebell évidemment. Donc là vous faites une session avec le kettle. Alors il y a bar et plate, mais c'est vrai que l'identité au départ c'était avec le kettle. Ça se fait avec Tom et avec Valérie. Vous allez vous éclater. En plus il y a une super ambiance. Et puis bon, vous l'avez compris, hein, la cave. Donc tu sais ce qui peut éventuellement se passer derrière. Ça finit toujours en moment très sympathique, Okay. très convivial, très familial. Donc tu passes à la sortie un excellent moment. Je vous montrerai bien entendu sur l'épisode comme je fais toujours déjà la formation coach musculation fonctionnelle, ouais. c'est ça. Je mettrai le lien, puis je mettrai également le lien de la structure à Thomas. Ouais. Parce que je pense que voilà, si vous êtes de passage sur Paris, et puis surtout la formation coach fonctionnel, vous l'aurez compris, c'est une vraie boîte à outils que vous proposez dans le cadre justement de jeunes coachs et même de coachs qui ont déjà un petit peu de bouteille. Moi, pour être tout à fait honnête, je vais sans doute venir la passer, c'est clair et net. Avec plaisir. Il faut juste que j'arrive à trouver le temps et l'organisation, mais c'est coché dans un coin de ma tête. Pour terminer, on a beaucoup parlé de l'entraînement chez les jeunes. Une thématique qui revient très souvent et sur laquelle j'ai l'habitude d'être un petit peu dans la guerre par rapport à ces idées reçues. On parle souvent du fait de dire la préparation physique chez les enfants, oh là là, il faut faire attention parce que pour telle et telle raison. On a eu l'occasion de faire un épisode avec Aurélien hyper intéressant sur ce sujet. J'aimerais avoir ton avis, même si je serais sans doute pas très surpris, mais pour le coup d'avoir peut-être une autre vision encore différente de ce que moi j'ai l'habitude de proposer. Ah, tu sais quoi, je pense qu'en fait on a la même vision, je pense. On a la même vision avec bon nombre de collègues. C'est que à chaque fois on se dit on en est encore là. C'est quand même incroyable. Hein. On est toujours en train de se battre. Alors peut-être avec les parents, parce que les parents... Voilà, ils ont peut-être encore des appréhensions par rapport à ça, donc c'est pas grave. Eh ben, on prend le temps d'expliquer aux parents. Mais tu sais que les parents, c'est surtout lié au milieu médical en vrai. Parce que moi, je me rends compte que les parents, à chaque fois, ce qu'ils me disent, c'est oui, alors tu comprends, moi, j'ai parlé à ma pédiatre de ma petite ou de mon petit qui a 8, moi je récupère des gamins qui ont 6 ans, tu vois, des fois, 6, 8, 10 ans, et que c'est absolument inadmissible de leur faire faire de la préparation physique, de leur faire faire des tractions, de leur faire faire des pompes, de leur faire faire des squats, etc. Et en fait, pour eux, la référence médicale, si tu veux, c'est la référence absolue. Et du coup, tu dois presque te battre plus contre le milieu médical aujourd'hui. Et en même temps, je blâme pas forcément les parents. Alors, en effet, avec le temps, avec la discussion, c'est ça. Je pense qu'on arrive toujours, mais ouais, tu es confronté aussi à ce genre. Alors peut-être moins parce que tu es en structure de haut niveau, peut-être pour le coup. Ouais, un petit peu moins parce que les parents ils font entièrement confiance et voilà. Ils savent où ils mettent les pieds. Ils savent où ils mettent les pieds et puis ils savent tout ça dès le départ, on leur explique bien. Mais ça n'empêche pas que de temps en temps, il y a une petite crispation, mais c'est pas grave. On fait de la pédagogie, on explique. Mais effectivement, tu as entièrement raison. Des fois, on est confronté à ça, médecins, même des fois les kinés. Donc là-dessus, voilà, il faut expliquer, mais on a toujours cette même réflexion. Punaise, on en est encore là. Ouais, c'est incroyable. À expliquer que oui, votre enfant peut faire de la musculation, mais on n'a pas dit qu'il allait faire de la musculation comme on peut l'imaginer. Ouais, bien sûr. Bien évidemment. Et donc là-dessus, il faut désacraliser. Et encore une fois, on n'imagine pas le potentiel des gamins, en fait. En fait, je pense que c'est surtout ça. Les parents ou les gens de manière plus générique sous-estiment complètement déjà les pouvoirs du corps humain, déjà de manière générale. Et ensuite, ce qu'un gamin il est capable de faire, on se rend pas compte. Moi, tu vois, j'y suis confronté parce que j'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi là. Quand les gens le voient faire dans la salle de gym, ils ont l'impression que mon gamin il est incroyable, alors qu'en fait mon gamin est tout à fait normal. C'est juste que par contre, mon gamin, il est tous les jours exposé à la pratique sportive, etc. Des fois, il me voit me faire de l'haltéro, lui, il fait quoi? Il prend le premier truc qu'il a sous la main, un manche à balai, et puis il essaye de faire... Il fait par mimétisme. Et en fait, on ne se rend pas compte. Et comme tu disais tout à l'heure, la capacité d'intégration de l'information et le mimétisme qu'un gamin est capable de faire, c'est phénoménal. Je pense qu'on sous-estime vraiment fortement le potentiel des enfants et de l'individu de manière générale. Et on le sait aujourd'hui, c'est même pas nous qui le disons, c'est les scientifiques. Ouais.
qu'est-ce qu'on attend pour apporter tout ça aux enfants? Pour le coup, là, il y a vraiment un vrai consortium sur le sujet. Oui, là-dessus, il faut arrêter. Il n'y a plus de débat. Eh ben encore, eh ben non. Il y a toujours le frein. Attention, attention. Oui, bien sûr qu'on fait attention. Mais qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? On attend que votre futur enfant ait 25 ans pour qu'à un moment donné, il prenne conscience qu'en restant assis 7 heures devant un ordinateur et être complètement sédentaire, il va décider de se lever et d'aller faire un peu d'activité physique. D'accord? Si on regarde, et ça, rappelle-toi, on a déjà eu des discussions par rapport à ça, si tu prends aujourd'hui le rythme scolaire d'un gamin, ça n'a strictement aucun sens. Ouais, c'est clair. Aucun sens. Les gamins restent assis toute la journée. Il n'y a rien de pire pour un gamin. Le corps déteste ça. Il n'est pas fait pour. Il n'est pas fait pour. Anthropologiquement, pas fait pour. Il est fait pour se lever, bouger, ramasser quelque chose, ramper, sauter, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Malheureusement, aujourd'hui, on en est encore là. Donc, oui, il faut rassurer les parents. Bien évidemment, il n'y a strictement aucun risque. On connaît les qualités physiques. On sait que ces qualités physiques, apportent du bien-être à l'enfant. Du bien-être physique, mais également psychologique. Ça, on le sait. On le sait que le gamin a une marge de progression extraordinaire. Parce que, comme tu l'as dit, le pouvoir du corps humain. Et donc là-dessus, oui, il faudrait que le gamin bouge tous les jours. Il le fait naturellement. Regarde, quand tu vas dans la cour, moi, comme toi, on a connu la cour d'école, ça court dans tous les sens. C'est des machines à endurance. Ils sont inarrêtables. Complètement. Inarrêtables. Et à un moment donné, on leur dit, stop, va t'asseoir. Oui, non, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ton fils est en train de te mimer. Tous les enfants font ça. Mais bien sûr. Papa, il fait ça. J'ai envie de le faire parce que c'est mon papa. On le fait. Maman, elle fait ça. Je fais la même chose. Et c'est là aussi où l'adulte a un rôle vraiment prépondérant. Ah oui. Parce que, oui. et c'est assez marrant, tu vois, d'évoquer ce sujet parce que très souvent, tu sais, tu as des parents qui amènent leurs enfants à l'entraînement, etc. Et puis qui te racontent mondes et merveilles sur leur manière de faire, leur manière d'éduquer, leur manière... Puis en fait, tu observes le gamin, tu n'as pas besoin de longtemps, 10 minutes. Et 10 minutes, tu sais comment ça se passe à la maison. C'est ça. Et ça, tu peux pas tricher. Parce que les gamins sont tellement dans un mimétisme que ça triche pas. Et tu vois très bien quand ils te disent, ouais, nous on a l'habitude de bouger, de machin, etc. Tu le vois. Tu vois, c'est des gamins qui sont débrouillards. Tu leur mets un truc entre les mains, ils savent tout de suite dans quel sens le prendre, ils savent tout de suite manipuler, regarder, observer. Et des gamins qui n'ont pas l'habitude de bouger ou en tout cas qui ont un mode de vie beaucoup plus sédentaire, tu le vois clairement tout de suite. Ouais, bien sûr. Clair. Et tu vois, si on fait le parallèle avec le sujet de tout à l'heure qui est le sport de haut niveau, et clairement, tous les athlètes que j'ai eus qui ont eu un excellent développement athlétique, c'était au départ des touches à tout. Ah ouais. La base. Comme tu le sais, l'ultra-spécialisation a été un enfer en France pendant des décennies. Heureusement, aujourd'hui, ça va mieux. Ouais. Franchement, ça va beaucoup mieux. Il y a encore du taf, mais restons positifs. Oui, ça va mieux. Mais en tous les cas, tu vois les bases fondamentales. Tu fais de la souplesse et un peu de mobilité. Tu vas courir. Il faut que les jeunes courent. Ouais. C'est la base, c'est notre motricité primaire. Oui, après, on rajoute un peu de natation. Il faut que les jeunes sachent nager. Ça, c'est important. Ouais. Oui, on peut mettre du vélo, mais le run, il faut absolument faire aux gamins du run. On peut faire plein de choses super sympas. Moi, j'ai vécu, alors je ne sais pas si tu l'as vécu aussi, rappelle-toi les fameux 20 minutes où il fallait courir autour du stade tout le temps à la même vitesse. Sûr, ouais. D'accord ? Oui, c'est hyper chiant. Donc, il y a plein de choses à faire qui sont hyper intéressantes, mais en même temps, le gamin, il prend plaisir. Donc, il y a plein de jeux, donc il faut avoir un peu d'imagination, mais c'est toujours pareil. Et donc, derrière, oui, qu'est-ce qui empêche un gamin ? Tu vois, on parlait de sangle à suspension. Qu'est-ce qui empêche un gamin de faire de la sangle à suspension ? Rien du tout, c'est du travail au poids de corps. Je peux t'assurer qu'à un moment donné, oui, il va développer ses qualités de force. C'est incroyable. Tu vois, pour prendre cet exemple, moi, j'ai une sangle de suspension à la maison. Et je sais quand mon petit vient dans mon petit home gym en bas, je l'installe parce qu'il adore ça, il adore se suspendre, etc. Ouais. Mon gamin, il a 2 ans et demi, il sait faire une traction. Oui, mais bien sûr que oui. Et tout le monde me dit, ouais, mais c'est incroyable. Je me dis, mais non.
Et je ne l'ai pas entraîné. Les gens, ils pensent que je l'ai entraîné. Vous entraînez quoi, 2 ans? On n'entraîne rien du tout. Non, c'est juste qu'à force de se suspendre, il a un grip de zinzin, ce gosse. Et puis, à un moment donné, il a compris qu'en tirant peut-être un petit peu dans les épaules, en tirant un petit peu dans les bras, ah, tiens, ça monte un petit peu. Je vais essayer. Allez, vas-y, va mettre ton menton dessus là-bas. Et puis ça s'apprend comme ça, en fait. Bien sûr. Et je pense que l'apprentissage, des fois, on veut peut-être trop le sacraliser et on ne laisse pas assez de place au côté primitif, tu vois, au côté instinctif. Quoi, bien tu vois. sûr. Et ça, je pense que c'est peut-être l'un des axes de développement qu'il faudra creuser dans les années à venir. Ouais, complètement. Tu vois, tout à l'heure, sur le cours, j'ai fait exprès, je leur ai dit, en fait, on n'apprend pas les mouvements. Oui, c'était très intéressant, j'ai trouvé ton approche. Ouais. Quand vous avez décidé de marcher, vous avez marché. Ouais. Il n'y a pas eu un coach qui vous a appris à marcher. Ouais, c'est clair. La première fois où un gamin pousse quelque chose ou prend quelque chose dans les mains, on ne lui a pas appris attention à la tête, attention à la colonne. Non, il l'a fait, point barre. Et étonnamment, punaise, mon gamin, il est super le fait pas bien. si mal que ça. Ouais, alors qu'un adulte n'arrive plus à le faire. Ouais. C'est quand même incroyable. Donc, ouais, il faut effectivement laisser ce feeling-là, le côté primitif, il faut laisser faire ça. C'est hyper important. Et après, on apporte un petit peu de justesse. Mais ouais, pour revenir effectivement sur le parallèle avec le sport de haut niveau, sincèrement, tous les athlètes qui, en plus de ça, sont des athlètes peu blessés, c'est parce qu'ils ont touché à tout. Et des fois, dans les discussions que j'ai, dans les formations que je donne, il y a des parents. Et de temps en temps, ils me demandent mon point de vue aussi par rapport à ça, par rapport aux activités. Alors oui, on essaye de faire plein de choses aux gamins. Je vais dans le club de ci, dans le club de ça. Moi, ce que je trouve très intéressant pour les enfants, il y a des sports qui sont naturellement fondamentaux, je pense, pour les enfants. C'est la gym, c'est l'athlé, les arts martiaux. Ouais, la notion du combat. La notion du combat, la notion de confrontation et toutes les valeurs qui vont derrière. Le côté sport-co, le côté team, équipe, socialisation, travail. Qui est très abordé d'ailleurs dans le milieu scolaire. Je trouve que pour le coup, je suis assez critique envers le monde scolaire, mais là pour le coup, je trouve qu'on est quand même pas trop mal. Je trouve que, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui est, c'était l'une des réflexions qu'on avait avec Aurélien la dernière fois sur le podcast en disant peut-être que c'est aussi ce qui fait la force qui fait qu'aujourd'hui peut-être qu'on est si bon dans les sports collectifs parce qu'en hand on performe, en volley on performe, en basket on performe, foot espérons on est à quelques jours de la finale, on espère que ça va bien se passer, qu'on va aller jusqu'au bout, mais je pense que il y a une vraie raison autour de ça et peut-être une appétence un peu moins importante pour les sports individuels, mais parce que peut-être que les structures, peut-être que l'enseignement est peut-être un petit peu plus complexe aussi, ça peut sans doute s'expliquer. Ouais, ça peut s'expliquer. Oui, on a effectivement une culture sport-co, je pense en France depuis maintenant de très nombreuses années et de belles qualités. Après, oui, il y a des sports individuels sur lesquels je pense sincèrement on est bon. Et judo, par exemple. Voilà, en judo. Et on a de très bons entraîneurs, on a de très bons éducateurs. Il ne faut pas les oublier. Tout part c'est vraiment ça, des éducateurs sportifs dans les clubs. Ça part d'eux et de leur passion qu'ils mettent au quotidien pour le développement du gamin. Donc voilà, il y a des sports comme ça. Je trouve que c'est des sports qui sont dits fondamentaux. Et après, il faut toujours ajouter le sport un peu fun, un peu sympa. Parce qu'il faut que les gamins s'éclatent. Il faut qu'à un moment donné, ils aient cette envie de pratiquer. D'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis sur le sujet. On parle souvent, tu sais, de la règle des 10 ans de pratique et 10 000 heures d'entraînement pour faire un athlète de haut niveau. C'est un truc, tu vois, c'est un peu un mythe qui a été... Aujourd'hui, on ne sait même pas vraiment d'où est sorti ce mythe. Je sais que ça vient un peu de la science du côté russe, mais ça a été beaucoup repris. Moi, aujourd'hui, tu vois, il y a un truc sur lequel je m'interroge beaucoup, et plus le temps avance, et plus je me dis, c'est peut-être pas déconnant ce que tu penses. Je me rends compte qu'il y a en effet les 10 ans, c'est vrai, et les 10 000 heures, ok. Mais est-ce qu'on prend la pratique encadrée ou est-ce qu'on prend la pratique encadrée plus la pratique délibérée en autonomie? Parce que moi, je me rends compte que, par exemple, j'ai eu de la chance de beaucoup m'entraîner en autonomie et il y a plein de trucs que j'ai appris à faire moi-même. Bien sûr. Et où des fois, mon entraîneur, il me dit, mais tu sais faire ça, toi? Et pourtant, j'ai un entraîneur qui est très pointu, j'aurai l'occasion de le recevoir dans quelques jours sur le podcast aussi. Et je lui dis, ouais, j'adore. Et des fois, ça donne des pistes et des directions. Putain, tu vois,
j'aurais pas pensé à ça. Et ça donne des pistes de direction. Et finalement, plus le train il avance, et moi, plus dans ma programmation, je laisse, par exemple, sur des gamins qui s'entraînent 4-5 jours par semaine, j'essaye de laisser de plus en plus un jour par semaine, où je leur dis, aujourd'hui, vous avez agrès libre et programme libre. Et tu vois, je prends le temps d'observer, de regarder. Et des fois, je me dis, putain, mais comment t'as pu passer à côté de ça ? Bien sûr qu'elle est à l'aise là-dessus. Et en fait, je sais pas si toi, c'est un truc que tu as observé ou en tout cas un truc que tu prends en compte. Ou peut-être que dans les sports que tu as peut-être accompagné, c'était peut-être moins parlant. Non, alors, j'ai toujours un peu de mal avec ces histoires de 10 ans, 10 000 heures. J'ai d'ailleurs des anecdotes par rapport à ça, mais après, oui, je trouve que c'est, comme tu l'as dit, hyper important de laisser à un moment donné faire les jeunes. Ouais. Enlever le cadre, quoi. Il faut enlever le cadre, il faut qu'ils aient un peu ce côté liberté, toujours là pour le côté sécu, évidemment. Oui, bien sûr. Mais il faut leur laisser faire. S'exprimer dans la pratique. Et surtout, moi, je le fais, tu vois, de temps en temps, parce que ça me permet de voir, est-ce qu'ils ont compris ? Ouais, ok. Est-ce qu'ils ont un côté un peu imagination ? Est-ce qu'ils sont capables d'être autonomes, peut-être complètement, aussi. Et même, derrière, ils sont force de proposition. Ouais, c'est incroyable. Nico, j'ai une idée. Si je fais ça, ça marche ou pas ? Bah vas-y, fais et tu regardes. Et ça, c'est génial. Génial. Tu reprends le cadre après. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que la liberté de laisser faire les choses, comme on l'a dit tout à l'heure, laissez faire vos gamins, c'est fondamental parce que tu te rends compte qu'ils ont cette imagination-là de pouvoir décortiquer un exercice, de pouvoir s'adapter, de pouvoir upgrader un exercice, parce qu'en fait, ils ont compris. Ouais. S'ils sont un peu curieux, et je pense que les gamins, à un moment donné, sont curieux, et puis, je pense que la manière dont on les éduque aiguise leur curiosité aussi. Bien sûr que oui. Et du coup, si l'apprentissage a été bien fait, en principe, derrière, ils sont souvent curieux. Ah mais bien sûr. Et donc, puisqu'ils sont curieux, ils vont se poser les bonnes questions, ils vont tester sur eux, ils vont te proposer, vas-y, fais, génial. T'as compris. Ouais. Limite, t'as plus besoin de moi. Ouais, c'est incroyable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à nos stagiaires CQP, c'est peut-être bien ça en fait, la finalité de notre métier, c'est de rendre les gens autonomes, de rendre les gamins autonomes et de faire en sorte que nous, on n'est plus là à un moment donné. Ok. On n'est plus là. Point barre. C'est vrai que c'est souvent un peu la peur de beaucoup de coachs de dire oui mais si je rends autonome mes athlètes, ils n'auront plus besoin de moi. Mais c'est d'une utopie folle. Parce qu'en réalité, en réalité, on sait très bien que ça n'est pas le cas. Parce que l'entraîneur, il est là. L'entraîneur, le préparateur physique, il est là pour apporter les compétences physiques, les compétences techniques. Puis tu as d'autres choses derrière. Mais il y a d'autres choses derrière qui ne sont pas palpables et qui ne sont pas explicables. Et ça enlèvera jamais l'intérêt de l'entraîneur. Mais c'est peut-être bien ça la finalité en fait de notre métier. De rendre les gens autonomes. Ouais. Tu vois ? Et c'est pas grave. Derrière, peut-être qu'il y a un autre projet qui va se mettre en place. Le coach va récupérer d'autres personnes parce qu'évidemment, ça va se savoir. Mais si on réfléchit bien, c'est ça notre taf en fait. Ouais, bien sûr. C'est ça notre taf. Qu'on soit en sport de loisir, en sport de compétition, en sport de haut niveau, ou simplement... Finalement, c'est les objectifs qui divergent, mais la finalité reste la même en fait. Ouais. Reste la même. Et ça, à tous les âges de la vie. On parle beaucoup des seniors. L'autonomie des seniors est absolument fondamentale. Le bien vieillir, c'est faire en sorte que les seniors soient le plus autonomes possible, le plus longtemps possible. Complètement. Écoute, c'est une super conclusion. Nico, merci pour cet échange passionnant comme, avec plaisir, merci à toi. Comme toujours. Nico, vous pouvez le suivre sur Instagram. Puis nous, on se retrouve demain pour une deuxième journée. Et puis, comme je vous ai dit, on va se retrouver toute cette semaine pour une petite série d'épisodes de podcast. J'aurai le plaisir de recevoir Fred Pascalin, Nico Vandel, Nicolas Marietan, Alex Verret, pardon, également, qui nous parlera de la sangle de suspension. Bref, un programme hyper riche. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez. On a besoin de votre soutien. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, bye. Salut à tous.